La douleur chez le sujet âgé est peu abordée. Pourtant, on a coutume de dire, à partir de 70 ans, si tu te réveilles un matin sans douleur, c'est que tu es mort. Nous consacrons aujourd'hui cette émission à la douleur en gériatrie. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir deux gériatres du CHU de Toulouse, Christophe Hein, qui est également neurologue, et Hélène Villard. Merci à vous deux. Merci. D'être là pour parler de la douleur en gériatrie. Alors, tout d'abord, une question. On venait de parler de cet adage là à partir de 70 ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la douleur, est-ce que vieillir, c'est douloureux? Alors avant tout, ce qu'il faut dire, c'est que au-delà de 70 ans, 75 ans, environ la moitié à 2/3 des patients âgés, malades, c'est pas le vieillissement, c'est la maladie, en tout cas, et souvent la polypathologie, peuvent souffrir quotidiennement de douleurs. De loin, concernant cette prévalence, quand on regarde d'un point de vue qualitatif, c'est avant tout des douleurs rhumatologiques, plus que des douleurs neuropathiques, mais on comprend que du fait de la prévalence de certaines pathologies, comme le zona par exemple, comme la maladie de Parkinson, ou bien comme les accidents vasculaires cérébraux qui sont extrêmement prévalents à ces âges-là, le retentissement douloureux soit souvent important. Parce que la maladie de Parkinson, ça peut être douloureux. La maladie de Parkinson, c'est douloureux au moment où on a des blocages. D'ailleurs, c'est une des modalités de l'entrée dans le Parkinson. Ça peut être des douleurs. Et chez les patients qui ont un Parkinson évolué, on a noté qu'au-delà même des blocages, de nombreuses données neurophysiologiques montrent que le seuil de la douleur est abaissé chez ces patients. Oui, donc vous alliez peut-être l'aborder, mais elle est sous-diagnostiquée aussi, la douleur chez le sujet âgé, parce qu'il y a une sorte de stéréotype qui associe la douleur et la vieillesse. Et on a tendance à penser, la population et même les médecins, mais que c'est normal d'avoir un certain seuil de douleur avec l'avance en âge. Et donc le diagnostic est fait tardivement, la sévérité est sous-estimée aussi. Donc c'est un véritable enjeu diagnostique en réalité de la douleur. Donc on tolère plus finalement la douleur chez un patient âgé que par exemple chez un enfant ou chez un adulte. Oui, on s'en préoccupe peut-être un peu tard et on se préoccupe un peu tard de sa sévérité, de son retentissement. Moi, j'avais lu une étude concernant la douleur aiguë, donc on sort un peu des douleurs chroniques, mais chez des patients qui avaient une fracture du col du fémur, c'était une étude nord-américaine, on se rendait compte qu'il fallait environ plus d'1h30 avant que le patient ayant passé la porte des urgences avec une fracture évidente soit traité de sa douleur avec des médicaments morphiniques entre le temps du diagnostic, le temps de la prescription du médecin, le temps de la préparation par l'infirmière, etc. Et ce temps-là était d'autant plus grand que le patient était âgé et d'autant plus grand qu'il souffrait de troubles neurocognitifs. Ce qu'on appelait avant la démence, et donc ces troubles neurocognitifs, ils modifient à la fois l'expression sémiologique de la douleur chez ces patients par des éléments plutôt comportementaux que un faciès qui peut exprimer la douleur, et donc ça peut entraîner un retard à la fois diagnostique et thérapeutique. Alors comment on évalue la douleur chez le sujet âgé? Alors le sujet âgé qui s'exprime normalement, qui n'a pas de problème cognitif là, comme vous disiez, il n'y a pas de souci, mais chez le sujet, par exemple, qui a un Alzheimer sévère, est-ce qu'il est capable de dire qu'il a mal ou pas? On comprendra bien que les échelles analogiques ou numériques soient totalement inopérantes. Et donc les fameuses échelles de 0 à 10. Voilà, c'est ça. Ou bien même chez les enfants, puisque même chez des enfants qui ne sont pas encore en âge de compter, on peut mettre un petit peu des visages dessinés pour me dire tu as mal jusqu'à quel âge là. Mais chez les patients qui souffrent de troubles neurocognitifs, c'est inopérant. Et donc il faut plutôt utiliser des échelles d'hétéroévaluation par des tiers avec des éléments comportementaux. Alors, nous, à Toulouse, on utilise l'échelle AlgoPlus, mais il y a d'autres échelles. C'est quoi l'échelle AlgoPlus? Comment
en quelques mots, on se base sur le visage, sur la communication non verbale, sur le faciès, sur le calme de la personne, sur la façon de réagir aux stimuli. C'est une échelle pour les gens qui ont le trouble neurocognitif avancé quand même. Il y a aussi des échelles pour les gens dont les troubles neurocognitifs sont moindres. Le problème, c'est l'antériorité, c'est-à-dire que les personnes avec l'atteinte de mémoire ne se rappellent pas de leur journée de la veille. Et donc la comparaison sur l'intensité de la douleur est difficile en fait. Il y a peu d'avant-après quand on souffre de troubles de mémoire, donc voir même une amélioration est difficile, parce que la comparaison est difficile un peu. Donc le calme, finalement, ça peut être révélateur de douleur. J'aurais pensé que c'était plutôt de l'agitation, mais non, le calme... Oui, au contraire, non, c'est une échelle d'agitation. Ouais. D'accord, donc, d'accord. Il y a les mimiques, bien sûr, le faciès, la réponse aux stimuli de l'environnement. Il y a aussi l'échelle panel, il y a d'autres échelles qu'Algo+. Mais il y a aussi un risque aussi de se cantonner aux échelles, c'est-à-dire de ne pas observer la personne, de ne pas interroger sa famille, ses proches, et d'essayer de scorer simplement à un moment donné ce qu'on observe, quoi. Il faut quand même, bien sûr, interroger les professionnels de l'EHPAD, interroger les proches sur tout changement. Et c'est vrai qu'en gériatrie, on a l'habitude de travailler en équipe avec les aides-soignantes, les infirmières, et donc il faut former les équipes à cette détection de la douleur, parce que le médecin seul, en tête-à-tête avec le patient, ne pourra pas être optimal dans la prise en charge. Bien évalué. Alors, et quelles vont être avant d'aborder le traitement, quelles vont être les répercussions de la douleur chez ces patients âgés? Alors, je pense bien sûr sur leur qualité de vie. Comment ça se manifeste? Comme tout être souffrant, il y a un retentissement sur l'humeur, il y a un retentissement. Mais au-delà de ça, chez la personne âgée, vous savez qu'après 85 ans, il y a beaucoup de femmes seules, veuves, qui vivent sans aide, et l'intrusion de la douleur dans leur quotidien va faire que ils pourront plus, par exemple, à cause de douleurs rhumatologiques ou de douleurs neuropathiques extrêmement invalidantes, se débrouiller seuls pour aller faire les courses, et donc sur leur autonomie, comme on dit nous en gériatrie fonctionnelle, les capacités à agir dans la vie, et il y aura la nécessité de mise en place d'aide. D'accord. Alors, concernant les traitements que l'on donne, est-ce qu'on dispense les mêmes traitements, les mêmes molécules que chez n'importe quel sujet? Oui, avec une précaution particulière qui est que le sujet âgé a des modifications de sa les données pharmacologiques des médicaments vont être modifiées par les modifications physiologiques liées au vieillissement. Bien souvent, il y a une prévalence très importante de l'insuffisance rénale chez nos sujets, dont il faudra recalculer la clairance par le Cocroft ou d'autres moyens. Il ne faudra pas simplement regarder la créatinine et l'adapter au poids, enfin le recalculer. Mais la clairance de la créatinine, par exemple, je pense aux antiépileptiques comme la prégabaline, la gabapentine, qui nécessitent une adaptation à la créatinine. Il y a aussi le volume de distribution. Oui, il peut y avoir une dénutrition ou une sarcopénie, une perte de la masse musculaire avec l'avance en âge, de différentes origines. Et donc le volume de distribution des médicaments est différent, diminue. Il faut en tenir compte aussi au-delà de l'élimination. C'est-à-dire qu'ils sont plus sensibles aux médicaments, il faut leur en donner, en clair, il faut leur en donner moins ou alors en donner plus? Il faut plus de prudence, il faut adapter les doses, il faut savoir doser les médicaments dosables, par exemple, les antiépileptiques, la digoxine, tout ce qu'on peut essayer de doser pour adapter au mieux. Nous, en gériatrie, on a souvent peur de la iatrogénie, c'est-à-dire d'être plus délétère que bénéfique, parce qu'on sait que 10% des hospitalisations aux urgences sont liées aux médicaments chez le sujet âgé. Donc, une personne sur 10 aux urgences actuellement liée à cause d'un problème de iatrogénie. Donc, c'est vraiment un sujet sensible pour nous. Et donc, on commence toujours par les plus petites doses efficaces. On essaie de ne pas associer les molécules. On va au bout d'une stratégie thérapeutique avant de rajouter des lignes sur l'ordonnance, parce qu'une ordonnance a 15 lignes, j'en parlais hier avec des collègues pharmaciens, mais c'est aberrant, quoi. Il faut essayer de lutter contre ces effets adverses indésirables. Et moi je pense aux opioïdes, parce qu'on oublie souvent que les opioïdes sont des atropiniques, et tous les médicaments anticholinergiques atropiniques pour le patient gériatrique peuvent entraîner des effets à la fois
neuropsychique et qui va faire que quand vous donnez un morphinique, eh bien, vous pouvez avoir un retentissement sur d'autres fonctions que la douleur, en particulier la sécheresse buccale, le ralentissement du transit digestif. Chez les hommes âgés, vous pouvez avoir des rétentions aiguës d'urine chez les patients qui ont une pathologie prostatique. Voilà, donc en associant ces médicaments à d'autres médicaments cardiotropes, eh bien vous pouvez avoir une charge atropinique qui va faire que les effets indésirables sont particulièrement importants. Et nous, on a le réflexe de se poser toujours la question de l'observance aussi, c'est-à-dire qui va lui dispenser les médicaments, qui prépare le pilulier, est-ce qu'il y a un risque d'erreur, risque de prendre une double dose à cause d'un problème de mémoire, enfin, toute prescription s'assortit d'une enquête autour de l'observance. D'accord. Alors, les anti-inflammatoires, souvent, en fait, on dit, bon, les anti-inflammatoires, il faut les manier avec prudence chez les patients âgés. Vous les utilisez ? Très peu. J'avoue qu'en 15 ans d'activité, c'est une activité hospitalière, dans un post-urgence et ensuite dans un service de soins de suite et réadaptation, j'ai dû utiliser 3 ou 4 fois des anti-inflammatoires. Pourtant, on le disait, l'arthrose est quand même assez prédominant là chez les patients âgés. Ouais, c'est les rhumatologues souvent qui la prescrivent. Donc on prend l'avis pour une arthrose sévère, une poussée invalidante, souvent cervicarthrose ou une poussée au niveau des mains justement qui invalide la personne. On prend l'avis des rhumatologues facilement pour ne pas surprescrire d'anti-inflammatoires. Parce que souvent c'est des patients qui sont sous anticoagulants, anti-agrégants, qui ont la fonction rénale qui peut être atteinte et donc risqué, ça limite. Et la place des antidépresseurs? Mais oui, alors la part psychogène, à mon avis, elle est sous-estimée, comme on disait au départ. Donc c'est vrai qu'on est prudent vis-à-vis de la prescription d'un antidépresseur sur des affects dépressifs liés à une douleur, parce que c'est une iatrogénie aussi potentielle, encore supplémentaire. Plus on est âgé, plus on fait une hyponatrémie sous antidépresseur sérotoninergique, il faut bien le savoir, d'autant que le patient est traité par diurétique, par exemple. Et donc ça, c'est un risque important. Donc, il va nous faire réfléchir aussi. Alors, la psychothérapie pour les personnes qui n'ont pas de troubles neurocognitifs trop avancés reste quand même utile aussi. La verbalisation. Le soutien. Non, mais c'est effectivement les antidépresseurs, ça reste. Et alors, on en parle beaucoup dans le traitement de la douleur. C'est la place de l'activité physique adaptée, de l'activité physique. Est-ce que dans quelle mesure vous la prescrivez? Oui. Alors bon, en général, sur l'autonomie, sur ce que disait tout à l'heure Christophe, c'est vrai que ça reste un axe de travail, nous, le maintien de l'exercice, donc 3 fois 45 minutes par semaine. Mais il y a quand même certains fragments de la population gériatrique chez qui on hésite, donc notamment le sujet qui a une insuffisance cardiaque, à tort, puisque dans l'insuffisance cardiaque aussi, l'exercice physique fait partie du traitement. Mais les gens ont restreint leur activité souvent à cause de la dyspnée, à cause de tout ça, donc ils se sont sortis. Donc ça reste vrai. On essaie de la prescrire aussi chez les gens qui ont des lombalgies, les cols du dos, carrément, comme chez le jeune. Donc ça nous arrive effectivement d'aller un peu plus loin dans la prescription d'exercice physique et ça reste une arme pour... Et puis il faut bien dire aussi, les chirurgiens sont un peu plus timorés, peut-être à tort, chez les patients âgés. Peut-être que parfois les prothèses devraient intervenir plus rapidement ou les décompressions du canal lombaire aussi. Est-ce que il y a un petit peu des a priori là? En ce sens, sur les a priori concernant l'âge chez les patients, dans la chirurgie, j'évoquerai cette anecdote. Dans les années 60 ou 70 plutôt, on a commencé à opérer les rétrécissements aortiques en remplaçant la valve, qui a changé complètement le pronostic des rétrécissements aortiques. Et lors d'une présentation de cardiologie, on nous avait montré un article qui devait dater du début des années 70 en disant « Faut-il vraiment opérer les gens de plus de 60 ans ?» Alors que maintenant, on opère des presque centenaires en faisant une chirurgie de cette valvulopathie par voie endovasculaire et par TAVI. Bon, ça c'est et par analogie, je dirais que les chirurgiens de la douleur, quand ils voient arriver un homme ou une femme de 80 ou 85 ans, ils imaginent d'emblée des complications post-chirurgicales importantes. Et de plus en plus, quelle que soit la chirurgie, pas seulement la chirurgie de la douleur, on essaie de mettre en place des équipes d'évaluation pré-chirurgicale où on fait de l'évaluation gériatrique standardisée.
et en essayant de classer au mieux le sujet en fonction qu'il soit robuste, fragile ou dépendant, et pour essayer d'apprécier au mieux son risque chirurgical. Le rapport bénéfice-risque, parce que si le risque est très très élevé chez ces patients, le bénéfice attendu potentiel est élevé aussi, donc ça peut valoir ce risque. Dans mon dernier livre, Libérons-nous de la douleur, là, j'aborde les 4 S qui favorisent la douleur, donc la solitude, le surpoids, la solitude avec la dépression, le surpoids effectivement, notamment via les lombalgies, la sédentarité, on sait effectivement que l'activité physique vous préserve de la douleur, et puis enfin la sénescence. Alors la sénescence en soi c'est plutôt de bon signe, parce que vieillir, plus on vieillit, plus ça prouve qu'on a été en bonne santé, mais est-ce qu'on a à peu près des chiffres là sur le vieillissement, docteur Villard? Alors oui, c'est sûr que actuellement on est dans une société vieillissante que les démographes appellent la transition démographique, c'est-à-dire que dans quelques années, en 2030, un Français sur 3 aura plus de 60 ans, et on est dans une société où finalement la vieillesse sera plus visible que la jeunesse. Il y a des sociologues qui parlent de société des têtes grises, c'est-à-dire que l'Europe de l'Ouest est arrivée dans une phase qui n'était pas connue anthropologiquement, où la place de la vieillesse est au-devant du tableau. La pyramide des âges n'en est plus une, avec une base de la pyramide qui est plus étroite que pas tout à fait le sommet, mais les âges des générations du baby-boom, après la guerre, qui ont été très nombreuses et qui arrivent, et c'est tant mieux, à des âges avancés en bonne santé, qui arrivent à 75 ans. Une classe d'âge quasiment intacte qui arrive à des âges avancés. Donc pour des raisons démographiques, finalement, la douleur va prendre de plus en plus de place dans notre société. Alors finalement, quel conseil pourrait-on donner aux patients et puis aux médecins? Alors, moi, aux médecins, ce que je leur dirais, c'est une douleur réfractaire, c'est une douleur dont il faut imaginer qu'elle puisse avoir plusieurs causes intriquées, c'est-à-dire par exemple une douleur d'arthrose avec une articulation qui est déformée, se pose avec une douleur qui est répétée plusieurs fois, où on essaie avec par exemple une irradiation radiculaire ou tronculaire, essayer de se poser la question de l'intrication avec des douleurs rhumatologiques qui pourraient nécessiter par exemple une infiltration. Donc ne pas hésiter à se poser des questions rhumatologiques ou neurologiques. Concernant les médications, je dirais que ce qui fait peur aux gériatres, c'est la iatrogénie et le risque de chute. Il y a 66 000 personnes chaque année qui se cassent le col du fémur. Mettre en place des traitements contre les douleurs neuropathiques, ça peut entraîner des complications neuropsychiques à type de confusion, et quand on se lève la nuit confus, on tombe et on se casse le col du fémur. Donc, comme on dit en anglais, start low and go slow, c'est-à-dire commencer avec des petites doses et augmenter progressivement avec beaucoup de prudence. Et alors le conseil qu'on pourrait donner aux personnes âgées qui nous écoutent et qui souffrent? Mais ce serait, je pense, de ne pas considérer cette douleur comme une fatalité, c'est-à-dire de ne pas se dire je suis vieux donc j'ai mal partout donc c'est normal, la phrase que vous utilisiez en introduction. Et puis d'essayer d'en parler donc aux médecins le plus précisément possible, avec le plus de détails, le site de la douleur, son irradiation, ses modalités de début, c'est très important pour nous les médecins. Et souvent les gens âgés n'ont pas cette culture-là et donc associent un peu leur douleur à leur âge. Christophe Hein, Hélène Villard, un grand merci pour ce tour d'horizon sur un sujet, la douleur du patient âgé qui, on vient de le voir, dans les années à venir, va prendre de plus en plus de place. Merci. Merci.